Et je vous propose que Nico nous parle un petit peu de folklore, voire même peut-être pourquoi pas d'histoire du folklore. Exactement, mon cher Marc, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler du folklore irlandais. Mais pas vraiment de son contenu. En fait, on va pas aborder les légendes ou les créatures magiques. Mon but, c'est plutôt de faire le point sur son histoire, sur comment il s'est constitué, et en résumé, pourquoi l'Irlande possède un tel folklore et d'où il vient. Donc l'Irlande, c'est un pays qui est inévitablement lié à une culture folklorique tout à fait reconnaissable, avec sa mythologie très riche, ses légendes, ses héros, ses celtes, ses créatures et ses contes mystérieux. On a aussi sa musique, ses danses, ses trèfles à quatre feuilles, ses leprechauns, ses pulls en laine de mouton. Voilà, on a beaucoup de choses. Et en fait, on est assez capable de repérer facilement ce qui relève du folklore irlandais, tellement il semble accessible. Peut-être aussi un peu à cause des clichés, du marketing et de la pop culture. Donc je précise que je ne connaissais absolument rien à l'étude du folklore avant d'écrire cette chronique. D'habitude, c'est un champ que je laisse entre les mains de Marc et ses histoires aussi envoûtantes qu'étranges qui nous font parcourir le monde. Et en me penchant dessus, j'ai découvert un pan académique et de recherche entier, tout simplement fascinant à mi-chemin entre la littérature et l'ethnographie. Donc complètement néophyte, je risque de faire des erreurs et des approximations. Et par précaution, en fait, je vais citer les noms des experts sur lesquels je m'appuie. Comme ça, en plus, si ça vous intéresse, vous pourrez directement consulter leurs travaux. Et en tout cas, moi, ça m'a permis de prendre du recul sur le folklore de l'Irlande et surtout d'aller à l'encontre de préjugés assez grossiers que j'en avais. Donc la situation insulaire de l'Irlande, son histoire et son isolement relatif ont participé à l'élaboration d'un ensemble de traditions populaires conséquents, le lore du peuple, comme l'indique l'étymologie du mot folklore, et en l'occurrence celui des Irlandais de langue gaélique. Parmi les traits les plus caractéristiques, il y a par exemple la croyance en des fées, les fairies en anglais, et qui désigne un ensemble bien plus large que nos fées à nous, qui ne sont qu'une partie de ce que recouvre le terme britannique. C'est davantage un ensemble de créatures surnaturelles, incluant des esprits, des êtres dotés de magie, qui ne sont ni bons ni mauvais, mais qui ont chacun leur caractère et caractéristiques, et qui peuvent apporter autant la chance que la malchance, la santé ou la maladie, enfin bref, le genre de créatures dont Marc aime bien parler. Oui. Et c'est souvent lié à de la superstition, à des contes qui traversent les générations par la tradition orale ou les mythes populaires. Leur origine se perd dans le temps et remonterait probablement aux croyances païennes de divinités de l'époque celte. Mais il faut garder en tête qu'il n'y a pas de chemin linéaire qui retrace le développement des fairies en Irlande et qu'on ne pourra jamais définir précisément leur origine. Car c'est bien ça en fait l'étude du folklore, c'est accepter qu'il y aura toujours une grande part d'incertitude sur un objet d'étude protéiforme qui évolue constamment avec le temps. Mais les croyances ne sont qu'une petite fraction du folklore irlandais qui concerne toute une partie de la culture immatérielle de ce pays. On peut adjoindre plusieurs formes d'art, de musique, de danse, de chant, des festivités, des pratiques traditionnelles, par exemple d'artisanat, de cuisine, de médecine, et surtout une langue, le gaélique irlandais, qui est parlé sur l'île depuis le IVe siècle avant notre ère. Ce n'est donc pas un hasard si le gouvernement irlandais s'est saisi de cette spécificité de son patrimoine dès les années 1930 en fondant une institution officielle chargée de la collecte et de l'étude des traditions et du folklore, la Irish Folklore Commission, qui voit le jour en 1935. Depuis Prosper Mérimée en France au XIXe siècle, le patrimoine culturel et historique dans les pays européens est recensé pour mieux le sauvegarder et le préserver. L'Irlande, elle se dote d'un service de protection des monuments nationaux dès 1882 sous domination britannique, puis en 1930, soit 9 ans après son indépendance. Alors c'est là où on va commencer à parler gaélique. Donc c'est Seamus O'Duilerga, qui est diplômé d'études celtiques en 1926, qui fonde la Folklore of Ireland Society afin d'étendre la protection au patrimoine immatériel traditionnel irlandais. La société savante reçoit le soutien du gouvernement et devient une commission officielle à part entière ayant pour but de recenser, étudier, classifier et protéger le folklore irlandais. Son activité a duré jusqu'en 1971 où elle a quitté le giron gouvernemental pour rejoindre celui des études académiques et être intégrée au Department of Irish Folklore de l'University College de Dublin. Donc ces archives considérables sont depuis accessibles aux chercheurs et au public. Pour l'époque, ces méthodes sont plutôt révolutionnaires dans le traitement du folklore, avec une approche objective et scientifique et une collecte rigoureuse basée non seulement sur des écrits, mais aussi des enregistrements audio. Des procédures spécifiques sont développées pour des activités de recherche et de collecte intensives.
Contrairement aux folkloristes du 19e siècle, comme nous le verrons plus tard, les membres de la commission ne sont pas animés par des idéologies ou une vision romanesque du passé. Ils participent activement à l'élaboration d'une discipline moderne de recherche. Dès les années 40, la commission possède déjà une des collections les plus riches au monde. C'est un vrai modèle pour les folkloristes européens, et en particulier ceux des pays nordiques qui s'affairent à établir également la sauvegarde de leur tradition populaire depuis le début du XXe siècle. Donc les raisons de son succès sont multiples. Pour le folkloriste norvégien Reidar Christiansen, elles sont doubles. Je le cite, « Nulle part ailleurs, l'ancienne tradition n'a été vivante aussi longtemps qu'en Irlande », en faisant référence à la tradition orale qui est véhiculée par la langue gaélique, et nulle part ailleurs, un tel effort n'a été fait pour sauvegarder ce qui est encore vivant. Donc si la commission a du succès à l'international, en Irlande dans les années 50, le gouvernement salue aussi sa proximité avec le milieu rural, qu'aucune autre institution culturelle n'était parvenue à établir à un tel niveau. Elle permet aux locuteurs gaéliques irlandais, de plus en plus minoritaires, de préserver et valoriser leur langue. Elle permet aussi à des personnes ordinaires et à des gens de la campagne de s'engager pleinement aux côtés des universitaires. La commission reçoit ainsi une large adhésion d'une part du milieu scientifique, mais surtout du grand public grâce à des articles de journaux ou des émissions radio régulières. Donc il s'agit d'une institution qui est unique en son genre pour l'époque. Aucun autre organisme d'État dans le monde n'était dévoué à la collecte et à l'étude du folklore. Pourtant, de nos jours, sa notoriété s'est quelque peu diluée. Ceux qui s'intéressent au folklore peuvent toujours profiter d'études de qualité et de la consultation de ses archives, mais l'histoire de cette commission a perdu son intérêt auprès du grand public. Donc la faute revient en partie à son créateur, Seamus O'Duilerga. Malheureusement, il a toujours refusé de former d'éventuels successeurs à ses méthodes, arguant qu'il n'aimait pas donner de cours. Donc c'est un peu dommage. Il avait aussi l'habitude de collaborer davantage avec des chercheurs étrangers, privant paradoxalement son champ d'études aux Irlandais eux-mêmes. Et les conséquences, elles sont encore visibles de nos jours. Par exemple, les papiers que j'ai consultés sur le folklore irlandais proviennent en grande partie de chercheurs et de revues spécialisées qui ne viennent pas d'Irlande ou même de pays anglophones. Et à ma grande surprise, on a par exemple des revues scientifiques de référence qui sont italiennes ou espagnoles, rédigées en langue anglaise et spécialisées sur le folklore irlandais. Je ne vais pas détailler le contenu ni le fonctionnement de la commission, parce que ce serait bien trop long, mais si ça vous intéresse, il est très facile de trouver en accès libre sur Internet le livre de Michael Briodi, qui est un chercheur qui s'est spécialisé sur le sujet. Donc personnellement, je n'ai pas eu le temps de lire l'entièreté des 540 pages de son livre The Irish Folklore Commission, History, Ideology, Methodology, mais son introduction et quelques passages m'ont quand même bien aidé. Quoi qu'il en soit, et pour une remise en contexte, tout cela jouait un rôle actif et fondateur dans la construction de l'identité culturelle irlandaise. Il ne faut pas oublier que c'est un pays qui a acquis son indépendance relativement récemment, et pour s'émanciper de la domination culturelle britannique, le folklore a été un levier d'affirmation majeur. L'un des aspects de ce folklore irlandais, c'est l'héritage dit celte. Donc je reste assez prudent avec le terme, parce qu'à travers le temps, en fait, il n'a pas toujours désigné un ensemble de populations de l'âge du fer de langue celtique. Pour les Anglais, par exemple, ça a longtemps été un proche synonyme de barbare, connoté négativement pour désigner des peuples de l'archipel qui n'étaient pas anglais, comme les Irlandais ou les Écossais. Et en Irlande, la fascination pour les Celtes, elle remonte à très longtemps, elle remonte au Haut Moyen-Âge. À l'époque, il y a des auteurs qui évoquent par exemple des coutumes celtes dans leurs écrits, en y dépeignant une image assez peu flatteuse, teintée de sacrifices humains, qui au passage sont attestés par l'archéologie, et des pratiques païennes. En fait, il faut dire que le christianisme arrive assez tard en Irlande, vers le 5e siècle de notre ère, comme vous l'avez sûrement entendu dans la chronique de Saint Patrick de Manon. Et du coup, en fait, il n'y a jamais eu de présence romaine aussi avant, donc c'est pour ça que le christianisme est arrivé assez tard. Plus tard, à la fin du Moyen-Âge, l'image des Celtes, elle évolue. C'est là, par exemple, que se crée le cliché du druide en personnage sage et barbu, avec une robe blanche, qui est calqué sur l'idéal du philosophe antique. Au XVIe siècle, l'Irlande, elle est colonisée par les Britanniques et son autonomie est perturbée, ses coutumes également, et le folklore qui est propre aux locuteurs gaéliques se retrouve fortement impacté. L'anglais devient définitivement la langue dominante, véhiculant également l'apport culturel britannique. Dans les années 1840, la Grande Famine s'abat sur l'Irlande et entraîne la mort et l'émigration d'un grand nombre de personnes ayant encore une culture gaélique, surtout dans la population rurale. Et à partir de là, la culture traditionnelle décline rapidement. La langue, la tradition orale et les coutumes folkloriques s'éteignent à mesure que l'industrialisation, la culture anglaise s'impose. Et sans culture gaélique, c'est toute une partie du folklore qui est vouée à disparaître.
À l'époque, il y a des gens qui s'en rendent compte, comme dans les cercles intellectuels. On a par exemple William Wilde, le père d'Oscar Wilde, qui cite, c'est une traduction, ça va être assez approximatif. Donc, en l'état, avec le dépeuplement le plus terrible qu'aucun pays n'ait jamais connu, d'une part, et la propagation de l'éducation et l'introduction des chemins de fer, des collèges, des écoles industrielles et d'autres écoles d'enseignement d'autre part, avec la décadence rapide de nos annales bardiques irlandaises, des vestiges des rites païens et des reliques des contes féeriques encore préservés, est-ce que la superstition ou la croyance et les pratiques ancestrales peuvent encore continuer à exister ? Donc c'est une question qui est tout à fait légitime pour l'époque, et pour rappel, on est au cœur du mouvement romantique. Donc l'étude des peuples anciens n'en est qu'à ses balbutiements, et c'est dans les arts et les milieux savants que se développe l'image d'un passé glorieux et fantasmé, en contradiction avec un monde moderne qui est un peu en perte de repères et en dégénérescence. Donc même s'il y a un sous-texte très nationaliste, voire presque réactionnaire, et encore plus fort dans le contexte de l'Irlande de l'époque, ça va tout de même inciter de plus en plus de monde à s'intéresser au passé de l'île et à son folklore. L'avènement des disciplines comme l'histoire et l'archéologie, ou des mouvements artistiques et littéraires, permet aux Irlandais de renouer avec la culture de leur territoire et va de pair avec la volonté de sauvegarder la langue gaélique et de se constituer une identité nationale propre. C'est l'époque du nationalisme romantique, où les peuples d'Europe se vantent chacun d'une origine fastueuse et épique pour pouvoir s'affirmer en tant que nation et se différencier de ses voisins. Et ça, c'est très pratique quand votre voisin direct, c'est le surpuissant Empire britannique, parce que ça permet de lutter sur le plan culturel, à défaut d'espérer de pouvoir prendre un ascendant militaire, par exemple. En 1892, Douglas Hyde, qui est le futur premier président d'Irlande, souhaite effacer tout ce qui est étranger et les apports anglais à la culture irlandaise pour revenir à des racines dites celtes. Ce mouvement est appelé la celtomanie, où l'on pensait que la tradition orale était une fenêtre directe sur un passé celte, forcément merveilleux et héroïque, avec le défaut majeur que tout ce qui n'entrait pas dans cette grille de lecture était tout simplement mis de côté. Et là aussi, ça a fortement impacté le folklore qui, d'une origine populaire, s'est retrouvé glorifié, revisité et réinterprété par une frange de la population plus aisée et urbaine. Cela aboutit à une période appelée l'Irish Revival, où l'imaginaire des auteurs et des artistes s'empare du sujet jusqu'à créer de toutes pièces des récits pseudo-folkloriques dans un but de servir un genre littéraire ou des idéologies politiques nationalistes. Pour faire un parallèle à une moindre échelle, on a un exemple similaire en France avec le folklore breton, qui au XIXe siècle a été sorti de son contexte populaire, réinterprété et réinventé pour servir le mouvement celtomane régionaliste. Et en Irlande, ça devient un peu le ciment d'une nouvelle identité. Surtout qu'au début du XXe siècle, on a une période très troublée, avec notamment la guerre d'indépendance, la crise économique et surtout la relation de rivalité avec le Royaume-Uni et les luttes entre catholiques irlandais et protestants anglais, qui au passage durent depuis bien plus longtemps que ça. Donc tout ça, ça influence considérablement l'identité même de la culture irlandaise. L'héritage celte est plus que jamais utilisé dans un but de manipulation historique et politique, et encore une fois, ce sont les cultures rurales et populaires qui se retrouvent quelque part en danger. Donc avec ce passé sulfureux, on comprend mieux l'importance de la Irish Folklore Commission et les difficultés qu'elle a dû affronter. Faire preuve de méthode et de rigueur avec un tel héritage national, ça relève presque de l'exploit. Cependant, avec le recul, on peut tout de même émettre quelques réserves. La collecte, la transcription et la publication d'éléments issus de la tradition orale ont en quelque sorte figé et archivé le folklore irlandais. Pourtant, le folklore, c'est pas du tout quelque chose de figé, comme peut l'être un tableau, un livre ou une statue par exemple. Pour l'historienne Marina Warner, je cite, « Chaque récit d'un mythe fait partie de ce mythe. Il n'y a pas de version originale, pas de prototype authentique, pas de véritable modèle de base. » Et cela s'applique tout aussi bien au folklore, qui se mêle à la mythologie, selon Audrey Robitaille, qui est chercheuse en folklore et littérature, et qui a fait sa thèse sur les abductions par les fées dans le folklore irlandais. Donc, ce qui au passage est assez stylé quand même comme sujet de thèse. Et la chercheuse aussi Marianne Chokwi, qui est chercheuse en littérature de langue anglaise. Donc pour elles deux, le folklore, il est en recréation perpétuelle. Il existe en effet plusieurs variantes de récits folkloriques, beaucoup d'interprétations qui dépendent des circonstances de transmission, des personnes ou des lieux. Le folklore est un processus vivant aux multiples facettes qui a autant de formes que d'individus. L'influence mutuelle entre un corpus d'histoires du passé et leur version recréée individuellement par celles et ceux qui racontent ces histoires est fondamentale. C'est un lien qui est très complexe et qui nécessite de contextualiser au mieux en recueillant tout ce qui peut être en rapport avec l'époque de l'élément du folklore rapporté, l'individu qui en est à l'origine, son histoire, etc.
Et ça, en fait, c'était un peu la méthode qu'utilisait la Irish Folklore Commission. Bien que certaines informations se perdent quand même en cours de route, comme l'intonation de la voix, la cadence de l'histoire ou la gestuelle qui accompagne, par exemple. En gaélique irlandais, le mot, ça va être compliqué à prononcer, Allez, vas-y. On croit en toi. Biloidis. Ouais, en fait, c'est écrit Bealoideas. Donc, je pense que c'est Ouais. Baloidis. Ouais. Baloidis. Le problème, c'est que des fois, c'est écrit des trucs et en fait, ça se prononce pas du tout comme c'est écrit. Hein. Baloidis. Donc, ce mot, qui fait référence au folklore, signifie littéralement enseignement oral. Pour le folkloriste, ça va être compliqué aussi, Sean O'Swileybain, il inclut aussi, comme on l'a vu, les croyances populaires, les traditions et coutumes, les contes traditionnels, les légendes, les chants et tout type de transmission orale en fait. Il souligne aussi qu'il représente la continuation et la survie d'un mode de pensée ancien. Donc, d'un point de vue plus social et historique, le folklore est constitué d'un ensemble de croyances transmises à travers les générations. Ce sont des histoires, connaissances ou traditions communes qui sont partagées par une communauté donnée. Pour l'anthropologue Diarmuid O'Giollain, cela concerne aussi bien la culture rurale que urbaine. Il dit que le folklore est à la fois antimoderniste et conservateur et une contre-culture. Donc issu du passé mais bien ancré dans le présent, le folklore a tendance à évoluer encore à notre époque. Un processus folklorique pour l'expliquer est théorisé en une trentaine d'étapes par le folkloriste finnois Lauri Onko. Pour lui, c'est un procédé changeant, doté d'une dynamique propre, constitué d'une première vie dans laquelle le folklore fait partie intégrante d'une communauté en lien avec divers aspects culturels, puis se développe dans une seconde vie en apparaissant sous forme de recyclage dans un environnement et un contexte différents et sans forcément de lien avec le premier. Donc je le cite, ça peut être dans des références architecturales, des décors intérieurs, des ornementations personnelles comme des bijoux, des tatouages, des vêtements, dans des stratégies marketing, souvent liées à un savoir-faire ancestral, authentique ou un lien supposé avec la nature, mais aussi sur scène, dans la danse, la musique, dans les vitrines des musées ou les scénarios des dessins animés, livres ou films. Il fait désormais partie du paysage postmoderne, selon lui. Et ces exemples et cette explication, moi ça me parle pas mal parce que j'y retrouve un peu le genre de cliché que j'avais de base sur le folklore irlandais, à savoir plutôt sa version dans sa seconde vie. Il existe aussi d'autres modèles comme celui de l'anthropologue Richard Bauman qui inclut également l'impact et l'influence même des folkloristes et de l'étude du folklore dans son évolution. Donc une sorte de mise en abîme nécessaire qui souligne bien à quel point le folklore échappe aux normes standards pour sans cesse retrouver la sphère populaire. Et tout ça permet de voir que le folklore irlandais est encore bien vivant et à peu près à tous les niveaux culturels, aussi bien dans sa première vie, dans certains milieux ruraux reculés, comme en attestent les publications annuelles de l'University College de Dublin, que dans sa deuxième vie avec des œuvres culturelles réinventées, par exemple, je sais pas, les Leprechauns avec des chapeaux verts ou le rock celtique. Une sorte de lien en fait finalement entre la tradition et la modernité. Donc au final, il serait plutôt réducteur de dire que seule la christianisation face à la culture païenne, celte, a impacté le folklore dont les traditions orales en seraient des réminiscences. En fait, on constate que c'est plutôt n'importe quel bouleversement ou changement sociétal de grande ampleur, plus ou moins brutal, qui affecte le folklore, les croyances populaires et les traditions. Et ce depuis toujours, et très probablement même depuis avant les Celtes. Et en ça, l'exemple de l'Irlande, il est très parlant puisque son folklore est l'un des plus étudiés. Chaque modification globale du mode de vie des populations ayant une culture traditionnelle impacte ce folklore par des ajouts, des substitutions, des évolutions. Donc en plus de la christianisation, on a entre autres la colonisation anglaise, les grandes famines, le nationalisme, l'industrialisation, les guerres ou encore le capitalisme. Et en soi, c'est pas si choquant. C'est même normal puisque les sociétés humaines, elles sont elles-mêmes en constante évolution. Et le folklore, c'est tout sauf un objet culturel figé. Il ne possède pas un état originel, il se construit d'une multitude d'influences, s'adapte constamment et est exprimé par chacun à sa manière. Donc, j'avais aussi dans ma bibliographie un excellent article sur les festivals folkloriques celtiques au XXe siècle, écrit par Frédéric Armao, qui est maître de conférences et directeur de recherche en mythes et folklore irlandais, et sur l'influence du celtisme sur l'identité irlandaise. Mais par manque de temps et pour ne pas faire une chronique fleuve, je n'ai pu malheureusement le traiter aujourd'hui. Mais si vous cherchez par exemple sur Google Scholar Frédéric Armao, c'est un français en plus, vous pourrez trouver cet article qui est super intéressant. Donc pour conclure, quoi de mieux que la Saint-Patrick pour célébrer la culture irlandaise ?
Si elle est aussi riche, c'est en grande partie grâce à ses apports traditionnels et à son folklore véhiculé par la langue gaélique et les nombreux folkloristes qui l'ont étudié. En continuant à séculariser les fêtes et à les ramener dans un contexte populaire, à vous les approprier, en fait, vous contribuez directement vous aussi à établir le folklore de notre époque. Eh ben, merci beaucoup, Nico. C'est hyper intéressant, comme toujours. Surtout en plus quand on parle de folklore. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'avais un peu parlé du folklore irlandais et breton, surtout au travers de la musique, justement, et de voir comment ça avait été réutilisé par les différents mouvements indépendantistes comme Ouais. porte-étendard d'une certaine culture. Et c'est vraiment hyper intéressant, en tout cas. C'est clair, parce que tu vois que c'est assez malléable et manipulable en fait, vu que Complètement. n'importe qui peut s'en emparer. Au final, ça peut prendre des formes extrêmement variées Bien sûr. et au final, ça impacte aussi. Enfin, c'est un truc sans fin. En tout cas, moi, Oui, c'est oui, bien sûr. un champ de recherche que je connaissais pas et enfin ouais, quand j'ai vu le nombre d'articles et de revues qui existaient, Ah, mais c'est si vous êtes curieux, foncez, foncez. En plus, c'est c'est un assez métier à accessible. part entière, un folkloriste, C'est clair. c'est assez fou, hein. Moi, j'en avais fait un peu, alors vite fait, parce que quand j'ai fait une L1 d'anthropologie sociale, et on avait quelques petits cours de folklore, et je trouvais ça déjà hyper intéressant. Et si j'avais choisi de partir vers l'anthropo plutôt que vers l'histoire et l'archéologie, je pense que j'aurais plutôt tourné mes recherches vers le folklore, parce qu'honnêtement, je trouve ça assez dingue Ouais. comme matière, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mika, hein. Bah, c'est vrai que moi, du coup, mon parcours, c'est beaucoup d'études entre guillemets des faits, parce que j'ai fait une licence d'histoire et de la médiation. Et c'est vrai qu'en fait, dans la médiation, il y a aussi le fait de raconter et de transmettre. Et en fait, c'est vrai qu'on t'apprend surtout comment dire, pas forcément à simplifier des choses, mais à les rendre acceptables. On va dire que du coup, pour que pas forcément le plus grand nombre, mais tu vas t'adapter à ton auditoire. Et c'est vrai que les contes et légendes et le folklore, ils participent grandement. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout étudié. Alors qu'en soi, quand tu fais des visites guidées, quand tu prépares justement du matériel de médiation, c'est des choses auxquelles tu as recours très Ouais. fréquemment Mmh. parce que c'est une mine déjà d'informations exceptionnelles et surtout, c'est une mine de simplification sans perdre l'essence de ce que tu veux dire. Enfin, je trouve, à titre personnel, que quand tu fais des références, quand tu fais des métaphores, c'est très facile de faire comprendre à des gens en utilisant du folklore. Alors, irlandais ou pas irlandais d'ailleurs. Je trouve qu'effectivement, je connaissais pas du tout cet aspect-là et je trouve ça assez cool. Ouais, Mm. moi aussi je découvrais totalement et j'ai bien aimé enfin comme je vous ai dit, il y a des j'ai téléchargé des thèses aussi, j'ai pas tout lu, mais je Ah me suis ouais. fait une bibliographie, je me suis dit: «Waouh, ça va être trop cool». Bah, après enfin j'ai eu 10 jours pour faire la chronique donc j'ai vraiment pas eu le temps de tout éplucher. Mais en tout cas, ouais, il y a de la matière et je pense que je me repencherai dessus, juste pour le plaisir, tu vois? Juste pour lire, encore pour moi. Ouais, bah c'est super cool en tout cas. Merci beaucoup pour cette chronique. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.